Vous entendrez Ahmad Ahmad en direct de l'hôtel Hilton de Yaoundé dès l'entame de ce journal. Des drames qui inquiètent. Le décès hier du jeune enseignant de mathématiques poignardé par son élève qui sème l'émoi au sein de la communauté éducative le jour d'après en Colbisson dans ce 20h30. Des verdicts très attendus ce soir à la chambre administrative de la Cour suprême. La haute juridiction table sur les appels et les pourvois pour les municipales 2020. Nous ferons le point dans ce journal. Voilà pour les titres. C'est officiel, la CAN 2021 se disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Annonce cette mi-journée au terme des travaux conjoints de la commission d'organisation de la CAF et du comité local au Yaoundé Hilton Hotel. Et c'était ce mercredi l'un des moments forts de la visite de travail du président de la Confédération africaine de football au Cameroun depuis lundi. La journée est racontée ici par Germain-Noël Essengue. C'est au deuxième niveau de l'hôtel Hilton de Yaoundé que les deux parties ont choisi de décider du destin de la CAN 2021. Dans cette salle, la commission de la CAF au grand complet. À ses côtés, la partie camerounaise. L'ambiance est studieuse. Ahmad, le président de la CAF, décrypte l'atmosphère. Je suis aujourd'hui convaincu que le peuple camerounais vivra cette Coupe d'Afrique dans une ferveur populaire exceptionnelle parce que la passion du football qui existe ici, dans ce pays, est unique, incomparable, inimitable. Des propos qui fixent déjà le cap avant même le début des travaux. Le numéro 1 des naissances fêtières du football africain dit sa satisfaction sur l'évolution des chantiers au Cameroun. La CAF a mesuré cette dimension dans le travail de préparation et évaluer à leur juste valeur les avancements significatifs sur les divers chantiers de la CAN 2021. Je peux vous dire que la tendance est à l'optimisme. De son côté, le professeur Narcisse Molekombi, au nom du COCAN, met en avant les réalités des conditions climatiques pour motiver la plaidoirie du COCAN. La période de juin à septembre et peut-être un peu octobre correspond à la grande saison des pluies. À Douala, par exemple, durant cette période, il pleut quotidiennement. Il en est de même des villes situées au pied du mont Cameroun, Limbé et Bouéa. Au terme de près de 5 heures d'horloge, le verdict tombe. Pour l'édition 2021, la Coupe d'Afrique des Nations se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021. L'acte 1 est désormais tourné. À nous maintenant de jouer. L'autre moment fort de cette longue et riche journée, c'était la soirée spectacle de dévoilement de la mascotte et de l'hymne du CHAN 2020, le championnat d'Afrique des Nations, qu'organise le Cameroun dans les tout prochains mois. L'événement vient à peine de s'achever au Yaoundé Hilton Hotel en présence du président de la Confédération africaine de football. Nous tentons à présent de retrouver là-bas sur place nos reporters, conduits par Germain-Noël Essengue. Bonsoir Germain-Noël. Merci Adèle, bonsoir, bienvenue ici au Hilton Hotel. La soirée des révélations des visuels du CHAN 2020 vient de s'achever ici il y a une demi-heure et je suis avec les héros de cette soirée. D'abord la chanteuse qui a, n'est-ce pas, composé la chanson officielle du CHAN 2020. Il s'agit de James Mary Ihims. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en direct sur la CRTV. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir été élu artiste du CHAN 2020? Je suis contente, je suis heureuse, c'est un grand honneur et bon, je suis vraiment contente. Est-ce que vous vous attendez à cette distinction? Oui, quand même, puisque j'ai travaillé. Bon, quand on travaille, on espère la meilleure des choses. Alors, parlez-nous très rapidement de vous. Vous êtes dans la chanson depuis combien de temps déjà? Ok, je chante depuis enfance, mais je suis artiste professionnelle depuis 2 ans. Il y a 2 ans que je fais dans la musique exclusivement.
Mais ça, c'est ma première chanson vidéo. Et désormais, comment vous allez gérer cette célébrité? Désormais, lorsque vous allez passer en route, on dit voilà l'artiste du chant 2020. Comment vous allez gérer ça? Ça va être un peu difficile, mais je tiens bien à rester la même personne comme je suis, comme j'ai toujours été, parce que j'aime trop ma vie simple et discrète. Voilà, félicitations Ihim. C'est à ma gauche Adel G, le concepteur de la mascotte du Chan 2020. C'est un jeune homme étudiant à l'école des travaux publics, finissant, il est en 3e année. Il s'appelle Brice Baté. Il nous vient du département des Hauts-Plateaux. C'est un jeune plein de talent qui a réussi à concevoir la mascotte du Chan 2020. Alors, comment cela s'est passé? La première fois, Tara, le visuel a été disqualifié. Aujourd'hui, Tara revient relooké, restylé. Oui, tout à fait. La dernière fois, à la cérémonie qui avait eu lieu au Palais des Sports, ma mascotte était classée parmi les meilleurs. Mais elle s'appelait à ce moment Captain Léo. Donc ensuite, après qu'on ait dévoilé Tara, quand le ministre a décidé qu'on devait refaire la mascotte, on m'a donc rappelé et avec la commission du COCAN, nous avons fait quelques modifications. Et une des modifications, justement, c'est le nom qui a changé, quittant de Captain Léo à Tara. Mais quel est le message que véhicule cette mascotte? Elle véhicule justement la joie quand on voit son visage heureux. Et on reconnaît dans cette mascotte un jeune lion avec la crinière, justement par rapport au Chan, qui est une compétition pour les jeunes, les plus jeunes, en comparaison à la CAN. C'est pourquoi elle a l'air d'être un jeune lionceau. Alors maintenant, comment Tara sera animée? J'imagine qu'on va y mettre un danseur qui va incarner Tara. Oui, tout à fait. Il y aura une maquette physique qui sera portée par un danseur professionnel qui va suivre tous les traits de visage du dessin. Oui, du dessin. Merci Adel. Voilà donc les acteurs de cette soirée. 3 choses à retenir. La mascotte Tara révélée, la chanson de la CAN du Chan révélée et aussi surtout la signature de l'accord cadre qui engage la CAF et le Cameroun pour l'organisation officielle. Plus de situations de non-retour, la CAN 2020 est camerounaise. Merci à vous, le studio. Merci Germain Noël et Sengue. À présent, les confirmations du président de la Confédération africaine de football au sujet de cette CAN 2021. Ahmad Ahmad nous a accordé une interview exclusive en marge des travaux de ce mercredi de la commission d'organisation de la CAF à Yaoundé, au Yaoundé Hilton Hotel. Bonsoir Monsieur le Président. Merci de répondre en direct aux questions du 20h30 sur la CRTV. Et d'abord, le scoop du jour. Vous confirmez bien que la CAN 2021 se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Tous les Camerounais veulent l'entendre de votre bouche ce soir, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, vous savez, on a pris les décisions, pas pour la tenue de la CAN au Cameroun, ça a été déjà pris l'année dernière. Aujourd'hui, on avait pris des décisions par rapport à la situation météorologique dans ce pays, d'organiser la CAN 2021 du 9 janvier au 6 février. C'est une bonne nouvelle pour le Cameroun. Tout à fait. Ça va couper court à ceux qui veulent toujours détruire, parce qu'à aucun moment la CAF n'a jamais dit qu'on retire la CAN du Cameroun. On a décalé pour diverses raisons et je pense que la majorité des gens aujourd'hui comprennent ce que la CAF, ce que les autorités de ce pays veulent avoir. Et évidemment, comme j'ai dit aujourd'hui pendant la réunion, tout ça grâce à son Excellence, le président de la République, M. Paul Biya, qui fermement m'a rassuré qu'il veut offrir à son peuple une belle CAN. Voilà. Merci, Monsieur le Président. On retient donc la CAN 2021. Ce sera bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Mais est-ce que ce sont seulement ces raisons météorologiques qui ramènent à cette date traditionnelle de la CAN, Monsieur le Président? On ne peut pas organiser des grands événements et ce ne sera pas une belle fête
si on l'organise, on a des chiffres scientifiques. On a fait venir le directeur général de la météo qui a discuté avec nous, en qui d'ailleurs je remercie sincèrement parce qu'il nous a fourni les éléments scientifiques et techniques qui nous a permis de ne pas douter de ce qu'on nous a demandé. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde est plus que convaincu. C'est vrai, c'est pas... Ça a changé, ça a bouleversé le calendrier de la Confédération africaine de football, mais il faut aussi accepter les réalités africaines. Notre différence par rapport aux autres, c'est la diversité. D'une région à l'autre, et même à l'intérieur d'une seule région, il y a des différences de météo, de climat. Donc tout ça, si on est vraiment un Africain, et si on aime l'Afrique, il faut l'accepter telle qu'elle est. Monsieur Ahmad Ahmad, est-ce qu'on peut penser que la qualité des infrastructures en cours d'achèvement au Cameroun a elle aussi décidé la CAF à lever définitivement tout équivoque sur l'organisation de cette CAN 2021 au Cameroun? Je pense que rares, pour ne pas dire aucun, rares les pays qui peuvent, et surtout une autorité politique qui a investi autant d'argent dans la construction des stades. Ça, c'est déjà une grande reconnaissance de la Confédération africaine de football. Le Cameroun a fait plus que ce que nous lui avons demandé. Des stades qui peuvent même abriter les matchs de la Coupe du Monde. Donc, on n'a aucun doute là-dessus. Quant aux autres aspects pour l'organisation de la CAN, nous sommes rassurés, mais ça n'empêche pas que nous mettons en place ce comité de suivi pour qu'on puisse aller de jour en jour à partir de maintenant suivre les évolutions des travaux qui restent à parfaire. Justement, au sujet de ce comité de suivi, est-ce qu'il y aura à un moment donné quelques autres équivoques qui pourraient être soulevés, qui resteraient encore en suspens par rapport à ce qui est décidé aujourd'hui, c'est-à-dire la CAN 2021 est organisée au Cameroun? Madame, si on met en place un comité de suivi, ce n'est pas pour prendre une autre décision, mais pour accompagner. Il y a bien une différence, c'est pour accompagner. Voilà. Mais Monsieur le Président, vous comprenez bien que ce fameux glissement de date après votre dernière visite d'octobre 2018 reste un peu en travers de la gorge à tous les Camerounais. Ça a été discuté et j'ai eu cette opportunité de discuter assez longuement avec son Excellence le Président de la République. Il a tout compris, l'enjeu de la CAN, parce que on veut pérenniser cette compétition. Nous voulons que nos jeunes professionnels reviennent toujours sur le continent pour nous donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je fais même appel à tous les Camerounais, allons ensemble je dis, organiser cette belle fête africaine pour que nous puissions exposer au monde entier que le Cameroun, c'est une grande nation du football, c'est une nation très fière de ses enfants. Vous avez certainement voulu faire du CHAN 2020 une sorte de ballon d'essai justement pour cette CAN 2021 au Cameroun. Est-ce que vous êtes confiant pour ce championnat d'Afrique des Nations déjà, dès le mois d'avril prochain? Oui, tout est presque en place. En termes d'infrastructure, il y a 5 stades qui sont disponibles sur les 4 que nous avons besoin. Et on a vu le planning de réalisation des autres stades. Nous sommes sûrs à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations aussi, il y aura 7 stades qui seront disponibles sur les 6 que nous avons besoin. Donc, Monsieur le Président, et pour que la fête soit belle au Cameroun, comme vous le dites si bien, les droits de retransmission du CHAN et de la CAN doivent être garantis. Les directeurs généraux de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, se concertaient en ce début de semaine à Douala sur ces questions aiguës des droits de retransmission. Qu'en est-il pour la CRTV? Ils ont l'obligation dans le contrat de diffuser d'autres matchs, mais ils ne le font pas. Je ne comprends pas. On veut des matchs, on en a déjà payé,
mais c'est la diffusion qu'on ne fait pas. Donc, mais là aussi, nous ne fermons pas la porte de discuter avec les chaînes publiques africaines à travers l'UAR pour voir ensemble comment développons-nous le contrat que nous avons établi, ni la collaboration qui est établie. Parce qu'au-delà de cet aspect de transmission, de diffusion, il y a aussi la production. Et nous savons que les télévisions africaines aujourd'hui, certains disposent des moyens pour qu'on puisse produire le match dans le pays même. On est en train de revoir, mais tout ne peut pas se faire en 2 ans et demi, madame. C'est le cas de la CRTV, par exemple, pour parler de nous, au niveau de la production du signal, au niveau de la retransmission, il n'y a aucun souci, vous le confirmez? Il y a un petit souci, madame, des fois. Vous ne voulez pas aller à Garoua. Donc, il y a un petit souci. Donc, c'est pour ça que je dis il faut qu'on se voit aussi, discuter, et puis chacun apporte sa contribution. Monsieur Ahmad Ahmad, vous achevez ce soir votre visite de travail au Cameroun par une soirée de gala, on vient de le voir, soirée de gala de dévoilement de l'hymne et de la mascotte pour le CHAN 2020. Quel sentiment donc au terme de ce 2e séjour au Cameroun, Monsieur le Président? Comme je vous l'ai annoncé, je remercie la partie camerounaise, les autorités politiques, les gens du COCAN, à travers eux le ministre des Sports, et surtout les représentants des parties prenantes du football africain qui ont accepté de venir discuter avec nous, voir ensemble. Et ce qui me réjouit, c'est cet état d'esprit collectif qui ne cherche que le bien du football africain. Merci infiniment, Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, Monsieur Ahmad Ahmad, pour ces heureuses nouvelles pour le football camerounais, pour les Camerounais entièrement. Vous étiez en compagnie de vos conseillers, Samuel Eto'o-Fils et Eddie Ahmed, pour cette interview en direct de l'hôtel Hilton de Yaoundé. Nous disons merci à Raymond Joya et à toutes ses équipes techniques pour ce direct avec l'hôtel Hilton ce soir. Dans la suite du journal, la suite de notre série sur la gestion en régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala-Bonabéry. Nous arrêtons ce soir sur le système d'exploitation baptisé Navus, un modèle américain, tout nouveau logiciel de contrôle des opérations exploité avec succès là-bas depuis le 2 janvier. Voici les explications de Aboubakar Abou, port autonome à Douala. Situé en plein cœur de Bépanda, l'un des quartiers les plus populeux et populaires de Douala, le stade de la réunification a été créé en 1972 à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations organisée pour la toute première fois au Cameroun. Le stade de la réunification est le symbole d'un Cameroun uni autour du vert ou jaune, autour de ses sélections nationales. Un bijou du gouvernement camerounais à sa jeunesse, pétri de talent. Le projet de rénovation a été lancé en 2018 et est pratiquement à son terme. L'entreprise canadienne McGill Construction l'a promis, tout sera prêt, clé à la main, en mars 2020, un mois avant le coup d'envoi du CHAN. C'est un site de 30 000 places à l'origine, agrandi à 40 000 sièges, avec cette belle tribune bien en vue. Sur les 3 étages et le sous-sol que compte l'édifice, on retrouve entre autres une cellule pour enfermer les récalcitrants. Le stade annexe à côté accueille déjà des entraînements et matchs amicaux des Lions. Capacité 1000 places avec cette salle de presse sonorisée, des toilettes et des vestiaires flambant neufs. L'électricité et l'eau sont assurées. Tout est géré d'ici. Le cœur du stade, 3 générateurs ultra-modernes et sophistiqués pouvant alimenter tout le quartier pendant une semaine. De 1972 à 2020, le temps est passé et le football, lui, est resté tout aussi passionnant, surtout quand il est pratiqué sur ce type d'infrastructure. Rendez-vous donc le 4 avril 2020 pour vivre les meilleurs moments du football africain ici à Bépanda. C'était plutôt Monique Félicité Chouen. On était bien à Douala, mais plutôt au stade de la réunification relooké
qui n'attend plus que les prochaines compétitions sportives pour faire une allusion au sujet de ses succès annoncés aujourd'hui même du CHAN et de la CAN au Cameroun. L'école a timidement repris droit de cité ce mercredi au lycée classique de Nkolbison après le drame d'hier mardi. En rappel, l'enseignant de mathématiques Boris Kevin Jomi Chakunte a été poignardé à mort par un élève d'une quinzaine d'années. Cris et pleurs des collègues et des élèves traumatisés étaient encore entendus sur le site cette mi-journée. Une cellule de prise en charge psychologique est à pied d'œuvre au sein du campus Nkolbison. La sécurité a été renforcée. Nkolbison, le jour d'après, c'est un reportage que signe Martine Noël Ndengue. Lycée de Nkolbison ce mercredi. Les visages fermés sont encore sous le coup de l'agression mortelle d'un jeune enseignant par son élève de 4e. Les cours n'ont pas encore totalement repris parce que nous sommes encore sous le choc. C'est pour cela que les psychiatres sont là. Invité inhabituel, des psychiatres assurent la prise en charge des enseignants traumatisés. Ce mal-être-là a plusieurs conséquences. Si à la longue vous reconnaissez les symptômes, vous puissiez demander de l'aide. La prise en charge psychologique prend tout son sens ici en classe de 4e espagnol, lieu du drame. La majorité vit sous le choc, malgré l'indifférence de cet élève dont le comportement n'est pas net. Il est vite interpellé et remis à la police qui fréquente désormais le campus. Selon des indiscrétions, il serait le camarade de banc du présumé assassin. La première mesure qu'il faut prendre pour qu'on ne revive plus cette situation, c'est de redonner le pouvoir à l'enseignant devant l'élève. Tel une jungle, le lycée de Nkolbison vit sous la terreur de près de 500 élèves identifiés comme dangereux. Pourquoi sont-ils encore là? Comment ont-ils été recrutés? Pourquoi ce silence complice des camarades de Brice Bissengosso, le loup de la délinquance rôde dans la bergerie? Et l'on ignore si demain, un autre enseignant ou un élève payera les frais. Ce drame remet naturellement au goût du jour le débat sur la violence et la délinquance à l'école, une tragédie qui met en scène d'un côté un jeune adolescent très perturbé et de l'autre un jeune enseignant brillant de 26 ans, appliqué et sans histoire en cours de recrutement au lycée classique de Nkolbison. Deux profils totalement opposés réunis sur la scène par cette tragédie, des instants d'affrontement mortel hier en mi-journée. Cruel destin, c'est un grand reportage de Serge Atangana Bissot. Olivier Konjok, le voisin, à l'entrée du bloc 4, nous indique la maison où c'est le deuil. Voici, non, moi j'ai les problèmes de nerfs depuis. On a pleuré, c'était vraiment lamentable. Brice est arrivé dans ce quartier à 3 ans. Tout allait bien, jusqu'à il y a 3 ans justement. Des compagnies, les mauvaises, le font exclure du lycée de la Cité Verte. Il était devenu agité, il ne l'était pas avant. Et puis, il parlait très mal aux gens. Brice, le bad boy, terrorise la rue, insulte, menace, arnaque, fume le filon. Et des embrotas à l'appel, des bad boys qui demeurent. Ses partenaires du crime, comme ils s'appellent dans les réseaux sociaux, grandissant sans baisser la garde. Ces petites bombes humaines qui déambulent avec des armes blanches, qui se bagarrent pour un oui ou un non, qui l'ont déjà en travers de la gorge qu'un jeune, vert comme eux, en soit à leur faire la leçon en classe. Qu'ils veuillent même les humilier devant les petits frères, demande à Brice de sortir mardi, qui le prend même au collet pour accélérer le mouvement, a franchi la ligne rouge sans savoir. Lui, même à la maison, il menaçait les tout petits enfants et autres. Mais sa maman, même c'est lundi qu'elle a engueulé sa mère ici. Et vous dites qu'il vous a avoué qu'il prenait déjà le champ? Là-bas, oui, il a avoué là-bas au commissariat qu'il prenait. Boris Kevin Jomi Chakunte, matricule 14Y412, aimait les maths. Un militaire qui tombe au front, un policier pris par une balle de malfrat,
Un journaliste à la limite, reporter de guerre, on va se dire ce sont les risques évidents du métier. Mais un enseignant, blouse blanche, compas, qui tombe, craie en main. Bon mémoire en géométrie. C'est un gâchis pour la société. C'est un événement isolé, mais qui interpelle à la fois les formateurs que nous sommes, les parents, ainsi que l'ensemble de la communauté. Maître assassin et victime dans ce même reportage, presque un outrage. Maurice a dérangé d'être trépassé là où d'autres sortent juste blessés sur le corps et dans l'âme. S'il n'avait été que blessé, serions-nous alors encore si indignés? 24 heures après, j'accuse. Shocking, disent les Anglais. Et pour aller plus loin dans ce débat, j'accueille à présent sur ce plateau Karine Olive Yabit. Bonsoir Karine. Vous êtes le chef de service du rewriting de langue française ici à la rédaction télé. On se rappelle que dans un communiqué hier, Madame le ministre des Enseignements secondaires a qualifié cet acte d'odieux en adressant ses condoléances à la famille de Boris Tchakounté. Maintenant, plus loin sur le plan pénal, que risque exactement cet élève assassin? Bonsoir Adèle. Il faut dire que nous sommes ici en présence d'un crime commis par un mineur âgé de 17 ans. Il est donc, selon la loi camerounaise, pénalement responsable. Une enquête étant ouverte, la procédure passera par un juge d'instruction. Mais ce qu'il faut savoir, Adèle, c'est que s'il s'agit, comme on pourrait le penser, d'un coup mortel, c'est-à-dire qu'il y avait intention de donner le coup, mais pas certainement de donner la mort. S'il est retenu coupable, la peine pourrait osciller entre 6 et 20 ans de prison en faisant jouer l'excuse de la minorité selon l'article 278 du Code pénal. Alors c'est clair, il y aura certainement débat sur la qualification de l'infraction. Était-ce un assassinat? L'acte était-il prémédité? S'agissait-il d'une arme dissuasive parce que l'élève était peut-être menacé à l'école? À toutes ces questions et bien d'autres, la justice apportera des réponses. Vous le dites, la justice fera son travail, Karine Olive. Mais la gravité de cet acte criminel nous amène quand même à nous interroger ce soir sur les responsabilités. À qui la faute en définitive, s'il faut s'exprimer ainsi ce soir? J'ai envie de vous dire, Adèle, à nous tous, à la société entière, quand on parle de mineurs délinquants, il s'agit là de nos enfants. C'est de nos enfants dont il est question. Les jeunes sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Il faut que l'on s'interroge sur le modèle de société que nous leur envoyons. Que regardent-ils le soir à la télévision? À quoi jouent-ils derrière leurs ordinateurs ou leurs téléphones? Les parents travaillent de plus en plus. Il n'existe pas encore véritablement au Cameroun des structures extrascolaires qui prennent le relais et permettent aux jeunes d'apprendre à canaliser leur violence. La démission des parents dans l'éducation des enfants, aggravée par le chômage, la pauvreté, qui les rendent incapables de répondre aux besoins de leurs enfants. Et pour reprendre la formule du sociologue Armand Leca, avant on parlait de pères inconnus, désormais on est face aux enfants inconnus, car les parents sollicités de toutes parts passent finalement très peu de temps avec leurs enfants, qu'ils finissent donc par ne plus reconnaître. Ce n'est pas tout, Adèle. Le dénominateur commun de tous ces jeunes qui dérapent, c'est l'échec scolaire. La déception de soi favorise le passage à l'acte. Pour le cas d'espèce, le jeune dont il est question avait été renvoyé de 2 établissements scolaires avant de se retrouver tout de même au lycée de Colbison. On peut citer également, Adèle, le surpeuplement de nos écoles, les classes pléthorique, ce qui ne favorise pas toujours l'encadrement optimal des élèves. Avec ce drame du lycée de Colbison, Adèle, c'est tout le pays qui sait aujourd'hui ce qui peut arriver dans nos écoles. Le pire. Il est donc plus qu'urgent que toute la communauté éducative se remette en cause au risque de revivre ce type de drame, ces drames similaires.
Et on a envie de dire ce soir, plus jamais ça. Plus jamais ça. Karine Olive, merci infiniment. C'est moi. Dans la suite du journal, ces derniers moments au contentieux préélectoral ce mercredi, l'audience des pourvois et des appels pour les candidats aux élections municipales du 9 février se poursuivait encore ce soir à la Chambre administrative de la Cour suprême sur les 103 affaires inscrites au rôle de la haute juridiction. Une quarantaine avait déjà été examinée au moment où nos reporters quittaient la salle d'audience. Oswald Medon fait le point. 38 pourvois en ouverture de l'audience du jour à la Chambre administrative de la Cour suprême ce mercredi, tous introduits par le SDF, le RDPC, le PURS, l'UNDP, l'UPC, le PDC ou encore le PCRN. Jusqu'à 16h, la collégialité conduite par le président par intérim de la Chambre administrative de la Cour suprême, Daniel Doumbé-Teki, va examiner chacun des 38 dossiers en écoutant les différentes parties. Les 38 affaires sont toutes frappées du sceau de l'irrecevabilité, à l'abri de l'œil de la caméra. Le tribunal décline son incompétence en faisant valoir le texte organisant les attributions du fonctionnement des tribunaux administratifs via la loi du 29 décembre 2006/022. L'alinéa 1 de l'article 114 de cette loi stipule que les décisions rendues en premier ressort dans les conditions prévues par les textes particuliers, celles rendues en premier ressort en matière électorale et en matière de référé, sont susceptibles d'appel devant la Chambre administrative de la Cour suprême dans les délais prévus par le texte fixant la procédure devant la Chambre administrative de la Cour suprême. La suspension d'audience de la mi-journée permet de voir la déception sur les visages des demandeurs qui voient là se griller une carte et non des moindres. Le sujet est au centre de tous les conciliabules dans les couloirs. Les avocats et leurs clients tentent de trouver une ultime pirouette pour faire face et se relever de ce coup du sort. C'est sans surprise que les cas similaires qui vont suivre la suspension connaîtront le même sort. La première affaire en appel interviendra peu après 16h. Elle oppose le mouvement citoyen national camerounais au RDPC dans le ONCAM 2. La demande sera jugée irrecevable. Dans la foulée, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, dans la 40e affaire du jour, verra sa liste maintenue à Pitois, où elle était opposée au FSNC. Ces deux premiers cas ouvriront ainsi une longue liste d'affaires en appel sur lesquelles la Chambre administrative de la Cour suprême était appelée à plancher. Nous vous livrerons la suite de cette audience et des verdicts du jour dans nos prochaines éditions. Et dans la perspective de ce double scrutin du 9 février, un atelier de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits électoraux et sur la lutte contre les discours de haine en période électorale se tient à Yaoundé depuis ce mercredi. La rencontre organisée par le secrétariat général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale à la demande de ELECAM devrait accroître les capacités des journalistes camerounais en matière de couverture des élections. Pierre Biinambarga. Les conflits. Il faut préserver la paix, la sécurité et la stabilité avant, pendant et après le double scrutin du 9 février prochain. Et surtout, il faut mettre hors d'état de nuire tout discours de haine. Il fallait que les hommes et les femmes des médias soient sensibilisés sur ce double scrutin qui est très important et surtout concentre le débat sur la prévention des conflits en période électorale et les discours de haine pour qu'effectivement nous puissions avoir ce que nous appelons chez nous une démocratie apaisée. Et les camps bénéficient de l'expertise de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale de l'UNESCO. Le rôle de l'UNESCO sera principalement la sensibilisation au rôle des médias, le rôle critique des professionnels des médias pour assurer une couverture médiatique qui est transparente, qui est non biaisée et surtout pour la prévention du discours de la haine, de l'extrémisme. Autre partenaire, le Conseil national de la communication. Il entend bien assurer son rôle de régulation. Un mot mal placé, c'est un mot pour détruire. Radio 1000 Collines, on ne veut plus ça. Pas au Cameroun, pas en Afrique. Que nous restons sereins. Cet atelier s'adresse en priorité aux journalistes professionnels ayant au moins les fonctions de rédacteur en chef ou de chef de desk politique dans la presse écrite, la télévision, la radio, la cyberpresse.
Dans les états-majors des partis politiques, le RDPC affûte ses armes pour la campagne électorale de ces législatives et municipales du 9 février. Le secrétaire général du comité central, Jean Kueté, présidait ce mercredi une importante réunion au Palais des Congrès. Il s'est agi de fixer les modalités de déroulement des opérations de campagne sur le terrain. L'accent a été mis sur les questions de discipline, de financement et de communication avec une recommandation forte. Il s'agit de donner une majorité confortable au RDPC, tant à l'Assemblée nationale qu'au sein des mairies. Nous reviendrons sur cette importante réunion dans nos prochaines éditions. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme tenait également conclave ce mercredi une session budgétaire sous la conduite de son président Peter Mafani Musonge. L'instance a ainsi adopté un budget de 2,980 milliards pour cette année 2020, une somme destinée essentiellement au renforcement de l'usage de nos 2 langues officielles au Cameroun. Séverin Alégambélé. 2020 s'ouvre à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme par la projection des activités étalées sur 12 mois. Des activités complétées par une évaluation budgétaire chiffrée à 2,980 milliards de francs CFA. Il a fallu une journée de travail aux membres de cette institution pour épulcher le document affectant les postes budgétaires, tenant compte des critères de gestion des finances dans les entités publiques. Pour le président de l'institution, Peter Mafani Musonge, le budget élaboré tient compte des objectifs à atteindre cette année. Il s'agit entre autres de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun dans l'optique de maintenir la paix, consolider l'unité nationale, renforcer la volonté et la pratique du vivre ensemble entre les populations. Il faudra bien assurer le suivi de l'usage des langues officielles qui garantissent le caractère bilingue du pays. Tout cela après la promulgation de la loi portant promotion des langues officielles le 24 décembre dernier. Les dispositions constitutionnelles font du français et de l'anglais 2 langues officielles d'égale valeur dont l'usage s'impose dans tous les services publics, les organismes parapublics et tout organisme recevant les subventions de l'État. La phase de la vulgarisation de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées après sa promulgation par le président de la République. Les 2 ministres René Emmanuel Sadi de la communication et Georges Elanga Obam de la décentralisation et du développement local donnaient conjointement une conférence de presse hier soir ici à Yaoundé. Pendant plus de 2 heures, les 2 membres du gouvernement ont ainsi expliqué les innovations et les implications de cette loi à la presse. La synthèse de Sidoine Monkam. 2h30, chrono à main pour relire le Code général des collectivités territoriales décentralisées et ses 503 articles. Face à la presse, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi et le ministre de la Décentralisation et du Développement local Georges Elanga Obam exposent en grands traits la portée de cette loi promulguée le 24 décembre 2019 par le chef de l'État. La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées consacre la ferme détermination du président de la République à joindre l'acte à la parole, en impulsant l'accélération et l'intensification du processus de décentralisation bénéfique au développement des 10 régions du Cameroun et davantage encore salutaire pour l'essor des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, lesquelles se voient désormais dotées de structures bien spécifiques pour assurer leur gestion administrative. Toutes les innovations de ce Code général des collectivités territoriales décentralisées ont été passées en revue. Les contours du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'augmentation substantielle de la dotation générale de la décentralisation, la disparition des délégués de gouvernement, le statut de l'élu local et l'article 246 qui a fait couler tant d'encre et de salive. Aucune loi ne dit que pour être maire dans une commune, vous devez être autochtone. C'est le résultat du jeu politique. La loi qui a été votée dans l'article 246 que vous évoquez dit que maintenant, pour être maire dans une communauté urbaine, vous devez être natif de la région et non plus de la ville et non plus du département. Je voudrais considérer que c'est une avancée notable.
Donc il ne faut pas faire un procès à rebrousse-poil. Moi je crois qu'il faut féliciter le président de la République qui a bien voulu que la question de la communauté soit une question inclusive. 2h30 plus tard, on n'a pas vu le temps passer dans ce bel exercice de pédagogie et de vulgarisation d'un code général qui va booster le développement local. À l'Assemblée nationale ce mercredi, le premier vice-président Hilarion Eton recevait au nom du président de la Chambre une délégation de parlementaires français. Didier Quentin, député de la Charente-Maritime, et Rodrigue Coquendo, député de Seine-et-Marne, sont ainsi venus s'enquérir de l'évolution de la situation sécuritaire au sein des deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le reportage de Clarisse Tank. La situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, Cameroun, préoccupe le Parlement français. Les honorables députés Rodrigue Coquendo, chef de la délégation et vice-président de la Commission des Affaires étrangères, et Didier Quentin, membre de la dite commission, ont échangé pendant près d'une heure sur la question avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton, qui les recevait au nom du chef de chambre. L'audience s'est déroulée en présence des députés camerounais, membres du groupe d'amitié parlementaire Cameroun-France et des hauts responsables de l'Assemblée nationale. L'échange a essentiellement porté sur les mesures prises par le Cameroun pour un retour à la paix définitif dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le développement vient par l'éducation importante, l'éducation pour nos jeunes, puisque l'avenir de l'Afrique c'est la jeunesse, puisque dans 30, 40, 50 ans la population de l'Afrique va augmenter. Donc l'éducation, on ne peut pas toujours continuer à brûler les écoles et casser les écoles ou les hôpitaux ou tout ça. L'éducation est importante pour notre jeunesse et nous devons nous baser sur ça pour préparer l'avenir de l'Afrique. Et c'est en ce sens que cette délégation est là pour parler de paix et de développement pour un pays ami comme le Cameroun. De nombreuses initiatives donc dans le sens de l'apaisement. C'est donc rassuré que les parlementaires français ont pris congé de leurs hôtes et quitté la maison du peuple. Reportons à Douala pour cette série sur la gestion en régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala-Bonabéry. Arrêt ce soir sur le système d'exploitation baptisé Nevis, un modèle africain de ce logiciel de contrôle des opérations qui est exploité avec succès depuis le 2 janvier maintenant sur cette place portière. Les explications à Douala, Aboubakar Abo. Fin de téléchargement de Nevis depuis le 2 janvier dernier. Le nouveau logiciel de contrôle et de suivi des activités du terminal à conteneurs est plus que jamais opérationnel. Le système informatique a fait sa mue et le personnel de la RTC navigue avec Nevis sur 3 fronts. Il y a un module planning qui permet de faire tout ce qu'il y a comme planification des opérations au niveau du terminal. Ce module-là inclut la gestion du parc, la gestion des navires, la gestion des équipements qui tournent au niveau du terminal et les reporting. Et après, vous avez un module de facturation. Et vous avez donc une troisième partie qui est le module de base de données. Une main sur le clavier et l'autre sur la souris. En quelques clics, c'est une fenêtre qui dévoile les statistiques complètes de la progression des opérations. Vous avez tout en un, c'est-à-dire quand vous ouvrez le module N4TOS, dans une seule fenêtre, vous avez un ensemble d'informations qui vous permet de traiter vos opérations. Le système renouvelé a trouvé les hommes qu'il faut. En espace d'une semaine, nous avons basculé complètement de l'ancien au nouveau logiciel. Nevis-TOS nous permet l'analyse des données très rapide, nous permet de passer des directives sur le terrain. L'adaptation et la maîtrise immédiate constituent donc un atout tout aussi important que ce système jugé plus performant que le précédent. Cette application, à la différence de l'autre, est conçue avec toutes les combinaisons possibles. Comparé à d'autres applications qui étaient juste taillées à la dimension du terminal et sur lesquelles il fallait greffer des modules au fur et à mesure pour répondre aux nouveaux besoins. C'est en tout cas une belle arme qui servira les ambitions de la RTC, bien déterminée à donner à ce service l'éclat qu'il mérite.
Sur le front de la santé publique, les autorités sanitaires des deux régions du centre et de l'Est sont en état d'alerte après le décès d'un malade atteint de la variole du singe dans le district de santé d'Ayos. Une veille sanitaire nécessaire du fait de la proximité de ces deux régions situées en zone forestière. Caroline Amombozanga de CRTV Est. Il s'agit pour tous les acteurs intervenant dans le secteur de la santé publique et pour toutes les populations de la région de l'Est d'observer une vigilance accrue pour le dépistage précoce d'un éventuel cas de la variole de singe. La variole du singe est une maladie très contagieuse causée par un virus qui se transmet par manipulation d'un animal infecté. Cette maladie très contagieuse se transmet à l'être humain par les animaux et de l'homme à l'homme à travers les sécrétions respiratoires, la salive et les liquides provenant des plaies. C'est une maladie qui se manifeste par l'apparition des boutons sur le corps, sur la paume des mains et la plante des pieds. Cette maladie est évitable et nous disons aux populations simplement d'éviter tout contact proche avec ou prolonger avec les personnes infectées. Se laver les mains avec de l'eau propre et du savon après tout contact avec une personne infectée. Faire cuire soigneusement toute viande de brousse avant toute consommation. À ce jour, aucun cas de variole de singe n'a été détecté dans la région de l'Est, mais la vigilance reste de mise. Une quarantaine de jeunes apprenants en informatique achevaient ce mercredi une formation d'un mois à Subtic sur le dépannage des smartphones. Le ministère des Postes et Télécommunications et des partenaires indiens de cette opération évaluait donc les acquis sur le terrain. Les constats de Daniel Menanga. Recharge défectueuse, afficheur grillé. Le mystère des équations Android percé par ces dépanneurs en quête de connaissances. J'ai été formé dans le tas à Douala. Le problème jusqu'ici était la lecture de certains schémas et le matériel adéquat pour pouvoir les résoudre. Des pannes qui nous dépassaient, nous disaient aux clients, on ne peut pas. Mais maintenant, derrière la formation, nous sommes capables de les résoudre. Petite révolution pour les apacheurs de l'avenue Kennedy, la fin de la sous-traitance en perspective dans ce kit. Nous avons une station à air chaud. On peut couper la glace et remettre une autre glace. Ils nous ont donné un dongle, cette clé USB qui comporte beaucoup de logiciels. Le ministère des Postes et Télécommunications, avec l'expertise indienne, expérimente une formation avec les petits chercheurs, 40 jeunes venus des 10 régions du Cameroun. Il fallait que je vienne m'assurer que la formation se passe bien, puisqu'elle est très technique, elle est pointue, et discuter avec les formateurs. Je suis très satisfaite. Voilà qui encourage et qui fait penser à un suivi, guider les petits pas de ces esprits smart vers la révolution numérique au Cameroun. Le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun tenait ce mercredi le 9e salon sur les opportunités offertes par le secteur des études supérieures dans ce pays. Une journée portes ouvertes organisée au Yaoundé Hilton Hotel et qui aura mobilisé de nombreux jeunes Camerounais. Marlise et Noambarga Oumo. Venu s'enquérir de l'offre académique des universités et écoles de formation canadiennes, le 9e salon organisé ce jour à Yaoundé sur la question permet à ces candidats à l'immigration académique vers ce pays de recueillir le maximum d'informations utiles à cette aventure. Il y a diverses opportunités et puis nous avons beaucoup d'universités qui sont là pour nous recevoir. En fait, ils sont focalisés juste sur nous et c'est ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à avancer. Pour une meilleure orientation des candidats, le Haut-Commissariat du Canada au Cameroun, organisateur de ce salon, fait venir plus d'une vingtaine d'institutions universitaires. Pour les étudiants africains, ça a beaucoup d'avantages. C'est l'école de la vie. Et sur le plan académique aussi, c'est se mettre à jour et découvrir les nouvelles technologies avec la mondialisation, l'ouverture, comprendre ce qui se passe ailleurs pour le développement de beaucoup de pays en Afrique. Il y a un niveau d'éducation très élevé. C'est un pays et une société, un système d'éducation bilingue qui est vraiment idéal pour les Camerounais. Ça coûte
pas si cher que ça, donc c'est compétitif. D'après les statistiques, ce pays d'Amérique du Nord accueille plus de 700 étudiants camerounais par an. Après la ville de Yaoundé, le salon d'études au Canada se tiendra à Douala dans les tout prochains jours. La fin cet après-midi à Yaoundé du colloque national sur la modernisation de la fonction publique camerounaise. La fin avec une large moisson de résolutions sur la nécessaire mise à niveau des personnels et sur la révision des textes, entre autres. Le ministre Joseph Lé a dressé le bilan du colloque au cours d'un point de presse. Voici le compte rendu de Catherine Toulou et Langa. Le Conseil supérieur de la fonction publique quittera finalement les airs pour se matérialiser. Un processus déclenché depuis une dizaine d'années qui fait partie des principales recommandations de ce tout premier colloque national sur la modernisation de la fonction publique. Il s'agit d'une instance qui a été créée par un décret de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en date du 13 septembre 2000. Ce décret organise et donne toutes les modalités de fonctionnement de cette importante instance. Le Conseil supérieur de la fonction publique est composé, outre du président, qui est bien sûr le Premier ministre chef du gouvernement, de 24 membres qui représentent diverses administrations. À cela s'ajoute la mise en service du nouveau CJPS qui combine à la fois la gestion des personnels de l'État et de la solde. Un mécanisme de contrôle des présences sera également mis sur pied. Cette vaste opération d'assainissement du fichier de l'État va permettre d'avoir une meilleure visibilité de la gestion des carrières. L'administration camerounaise s'engage également à l'acquisition des outils de travail modernes, la révision des textes et procédures, l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, ainsi que la valorisation de la rémunération de base des agents publics. Des recommandations brossées par le ministre Joseph Lé de la fonction publique au cours du point de presse de fermeture des travaux. Et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle emboîte directement le pas à ce colloque et annonce qu'il va en guerre contre la corruption. Le ministre Issa Chiroma Bakary l'a annoncé ce mercredi en recevant les vœux de nouvel an de ses collaborateurs. Sadou Mamoudou. 500 000 emplois de créés en 2019. Encourageant mais pas satisfaisant, dit-on au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le franchissement de ce cap passe par la réduction, à leur plus simple expression, des principales gangrènes de l'administration publique, dont la corruption. Il convient de signaler, ou le déplorer, les comportements de certains de nos collaborateurs qui demeurent en marge de l'éthique et de la déontologie administrative et tardent à rejoindre les rangs de la majorité travailleuse et assidue. Le capitaine du navire tient ferme le gouvernail. Issa Chiroma Bakary annonce que 2020, c'est tolérance zéro. Comportement anticonformiste de certains collaborateurs qui continuent de briller par leur inertie et leur indiscipline et qui versent dans les actes de corruption, les dénonciations anonymes sans fondement, la délation et les calomnies de toutes sortes. La loyauté, le dévouement et les services rendus à la nation sont tout autant récompensés. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en apposant les décorations sur les poitrines des élus, a exhorté les uns et les autres à être des piliers de soutènement du développement du Cameroun. La société Isacam, Hygiène et Salubrité du Cameroun, prime l'excellence à 100 mm dans la région du Sud. Cyril Mvé, il s'appelle, il vient d'être élu là-bas meilleur employé de l'année 2019. Cette distinction lui permet de remporter la rondelette somme de 500 000 francs. Le reportage à 100 mm, Charles Abosoloba. Aucune rue de la ville où sa fourche ou sa pelle ne passe et repasse. Aux premières heures du jour, le vaillant soldat de la propreté est déjà debout. C'est cette abnégation au travail qui lui a valu le prix de meilleur employé 2019 à l'agence Isacam de 100 mm. Si je suis vraiment meilleur employé, c'est parce que j'ai été très discipliné, mon travail et le respect des règlements et le respect de la charte des valeurs, c'est-à-dire l'éthique, l'engagement au travail
La vie ne s'arrête pas jusqu'à là. C'est maintenant que je dois prouver que je mérite et garder la tête haute pour que l'année prochaine, je puisse encore être mieux employé. Ici, à la nouvelle base Isakam, au quartier Bissonnant, il a été porté en triomphe comme deux autres de ses collègues, classés 2e et 3e meilleur employé. Pour le travail bien fait, ils ont respectivement reçu 500, 300 et 200 000 francs CFA, de quoi repartir de plus belle en 2020. Pour l'année qui commence, nous allons davantage améliorer le niveau de propriété de nos deux villes, à savoir Saint-Mélima et Myoumé-Sala, grâce à l'acquisition des nouveaux camions pour une meilleure cohésion sociale. À Saint-Mélima et Myoumé-Sala, Isakam a su gagner la confiance des populations et des élus locaux par sa qualité de service. Nous sommes en partenariat avec Isakam et je peux vous dire que nous sommes à une 2e convention avec cette société. Si on renouvelle un contrat, ça veut dire qu'on est satisfait des prestations qui ont été faites pendant le premier contrat. Donc nous sommes très satisfaits des prestations d'Isakam à Saint-Mélima. Droit dans leurs bottes, ces soldats de la salubrité poursuivent leur combat pour un monde de propreté. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Sidoine Monkam, Auguste Angononga et Stéphane Zimbomo. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit, présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le journal l'intégralité de la communication que donnait hier conjointement les deux ministres de la communication et de la décentralisation et du développement local sur la vulgarisation de la loi qui porte code général des collectivités territoriales décentralisées. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.